Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un atelier Top Formateur qui est une sorte de formation pour votre projet de devenir formateur. Alors l'idée c'est de vous donner envie et de vous donner quelques clés, astuces pour créer votre activité de formateur. J'espère qu'à l'issue vous aurez tous l'envie de démarrer cette superbe aventure qui est celle de devenir formateur. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier formation. Chaque défi est une chance de briller et j'espère que vous prendrez ce défi au vol et vous aboutirez dans ce défi. Pour profiter au maximum de cet atelier, je vous invite à réserver à peu près 30 minutes de votre temps. Prenez ce temps pour vous et de préférence visualisez-le sur un ordinateur afin que vous puissiez bien voir les slides et que vous puissiez prendre des notes pour votre projet. Alors, mon objectif, c'est éclairer votre chemin vers le succès en tant que formatrice, formateur indépendant, vous fournir une perspective lucide et vous prévenir des pièges et erreurs communes que vous pourriez, qui se font lorsqu'on veut devenir formateur. C'est également de vous assurer une voie plus sûre et plus éclairée vers le succès. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Avant de vous donner tout ça, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de me présenter. Donc, je suis Peggy Éléonore, j'ai 51 ans, je suis formatrice moi depuis 2011 et actuellement j'ai un cabinet de conseil pour les acteurs de la formation et 2 organismes de formation. Comment je suis arrivée là? Tout simplement parce que je suis maman de 3 enfants et en 2010, je décide que la vie de professionnelle n'est plus compatible avec ma vie personnelle. En revanche, j'ai toujours eu depuis ma plus tendre enfance une adoration pour la formation et la conscience qu'en France, nous avions cette possibilité de nous former alors que dans d'autres pays, ce n'était pas possible. Donc, en 2011, je décide de créer mon activité de formatrice indépendante. En 2016, je prends l'eau parce que je n'y connaissais rien et que je me suis lancée comme ça. Et que la formation, c'est vraiment un atelier, c'est vraiment un domaine dans lequel il s'agit de faire de la veille, de comprendre le marché et d'être visionnaire. Sinon, on se plante. Donc, à partir de là, je choisis en 2019 d'avoir, en plus de la formation, une activité de conseil sur la réglementation dans la formation. Donc, en 2019, vous l'avez compris, je recrée une activité de formation parce que décidément, ça me colle à la peau et que j'adore la formation. Mes réussites, je suis formatrice pour le Top Management AFPA. J'ai formé 150 managers en 2 ans. Je suis également auditrice Calliope et j'ai accompagné plus de 50 organismes de formation. J'ai 10 certifications professionnelles que j'ai déposées. Ce sont des titres que j'ai déposés, c'est-à-dire quand vous aurez créé votre activité, ça sera quelque chose qui vous intéressera. Et peut-être à ce moment-là, on en reparlera, mais c'est des dossiers assez complexes à constituer qui permettent de rendre vos formations éligibles au CPF. Le grand mot, le CPF. Ensuite, j'aide des entreprises à créer leur CFA d'entreprise et aujourd'hui, j'accompagne quelques entreprises à avancer dans ce domaine. Enfin, je vous pose la question, même si on n'est pas en face à face, je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important lorsqu'on veut créer une activité de formation. C'est un petit peu sans transition, mais ça vous permet de vous concentrer directement. On a parlé de moi maintenant, parlons de vous. Qu'est-ce que vous considérez qui est important pour démarrer son activité de formation? Le marketing, la vente, l'administratif et l'organisation ou l'expertise? Je vous laisse un petit temps de réflexion, c'est important. Voilà. Écoutez, ce qui est très très important, on pourrait penser que c'est effectivement avoir une expertise. Évidemment, c'est important, mais aujourd'hui, il y a des formateurs qui créent leur activité sans avoir une expertise. Une expérience suffit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai expérimenté un savoir-faire,
sans pour cela être l'expert du domaine, je peux devenir formateur puisque la formation, ça va être plutôt pouvoir m'appuyer sur l'expérience que j'ai eue et pédagogiquement faire monter des compétences, des personnes en compétences en s'appuyant sur de la théorie. Il y a également un point important qui est la capacité à gérer l'administratif et l'organisation. Quand on est chef d'entreprise et formateur indépendant, en particulier, il y a de fortes notions à avoir en administratif et en organisationnel. C'est vraiment très très important parce que la formation, plus que tout autre métier, nécessite une mise en place de différents documents avant la formation, pendant la formation, après la formation, et que ça va être pour chaque formation, mais également pour la tenue de l'organisme de formation qui doit référencer un certain nombre d'informations à fournir à l'État tous les ans, et encore plus si vous avez Calliope qui nécessite d'avoir des procédures mises en place. Enfin, un dernier point important, mais celle-là qui est relative à tout chef d'entreprise, c'est le fait d'avoir de la marketing et de la vente, qui est très importante lorsqu'on est chef d'entreprise, mais qui est particulière lorsqu'on est formateur indépendant, puisque nous avons la production, c'est-à-dire quand on est en formation, et puis les périodes de non-production où on va devoir s'occuper de la préparation de nos formations. Et du coup, il faut bien s'organiser pour pouvoir avoir les moments où on va s'occuper de se promouvoir et de se vendre. Alors, selon vous, quel profil avoir en tant que formateur indépendant ? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. Il faut avoir une expertise, une passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut également être conscient d'être un entrepreneur. Il faut aussi aimer se former en continu. Ne pas se former, c'est être vite dépassé, en sachant qu'aujourd'hui, une compétence, ça dure seulement 6 mois, une compétence métier. Donc, un formateur, il est continuellement en train de se mettre à jour. Et il faut savoir faire de la prospection régulière et organiser cette prospection régulièrement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les 5 étapes indispensables pour lancer votre activité et la rendre florissante dès la première année. Alors, vous le savez, une activité de formation, ça doit être déclaré. Donc, outre la partie administrative de déclaration d'activité, eh bien, vous allez devoir définir votre expertise et vos attentes financières. Ça va être très important. Ici, là, je vous donne vraiment les astuces pour avoir une activité qui soit développée et du coup définir votre expertise et vos attentes financières, c'est ce qui va vous permettre de vous appuyer, de faire les fondations de votre activité et de vous assurer de vous faire reconnaître dans la formation sur votre expertise avec en reconnaissance les attentes financières qui vous concernent et qui vous conviennent pour que vous ne vous mettiez pas en difficulté. Ensuite, une fois que vous allez avoir établi cela, il va falloir que vous établissiez une stratégie commerciale. Donc définir votre public cible, identifier votre niche, développer les contenus et les ressources, élaborer votre proposition de valeur. Il va falloir que vous fassiez du réseautage, des partenariats, et il va falloir que vous utilisiez des réseaux sociaux et le marketing numérique. Tout cela, vous allez en plus de cela aborder la tarification pour convenir à votre attente financière et donc avoir un modèle de revenu fiable. Tout ça, ça va être fondamental. Et trop souvent, en fait, je vois des formateurs qui se lancent. En fait, vous allez voir quand vous lancez, hormis la partie administrative vous avez tous entendu parler probablement de déposer son numéro de déclaration d'activité, de définir son statut et de découvrir son numéro de déclaration d'activité. Eh bien, une fois que vous avez fait ça, tout de suite, vous avez envie de vous vendre. Et très rapidement, moi, je vois des formateurs qui vont se lancer sur le marché de la sous-traitance. Alors là, ça va marcher très très vite et très très bien. Sauf qu'en fait, ça va tout de suite vous limiter à un revenu et à une activité.
J'en parlais avec une autre chef d'entreprise hier, pas plus tard qu'hier, qui me disait mais en fait les formateurs qui font ça, ils ne se rendent même pas compte que ce sont des formateurs, des salariés plus. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes à votre compte, certes, mais vous êtes complètement à la merci des organismes de formation qui vont asseoir, c'est pas vous qui allez déterminer votre prix, hein, en réalité c'est l'organisme de formation qui va déterminer votre prix, et puis qui va vous faire travailler. Donc certes ils vont vous faire des propositions auxquelles vous pourrez dire oui, non, et du coup vous allez pouvoir organiser votre temps, mais ça va s'arrêter là. Et tout ça pour 50% de bénéfices de leur part sur la prestation que vous allez faire. Donc c'est pourquoi je vous invite à réfléchir à cette stratégie commerciale qui va vous permettre, peut-être, c'est intéressant d'avoir une trésorerie qui arrive avec les organismes de formation en continu. Mais c'est également important de réfléchir à une stratégie plus générale et peut-être à du direct, parce que quand vous travaillerez avec les organismes de formation, ça va être qu'un apporteur d'affaires. Derrière, ils vont vous demander en règle générale de faire un bilan avec le client, une analyse de besoin, de vous réaliser parfois le programme. Alors souvent ils ont le programme, mais parfois ils vous demandent de le réaliser le programme, de réaliser le support, ça c'est à 99% le cas, et puis de faire l'animation, la conception, l'ensemble de la documentation à l'intérieur. Ils vont vous fournir une documentation de base et obligatoire pour eux, ça c'est sûr. Mais bon, ils vous prennent 50% pour ça. Donc à voir, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable. Ensuite, le troisième point, ça va être de mettre en place une structure administrative. La structure administrative, c'est comme je vous l'ai dit, hein, vous allez avoir dans le cadre de la formation un certain nombre de documents obligatoires et tout ça, faut les constituer avant. Faut connaître les normes de ces documents, qui sont des documents officiels et obligatoires pour chaque formation. Que vous soyez ou non Calliope d'ailleurs, hein, à partir du moment où vous entrez dans la formation, vous avez un minimum de documents. Je parle par exemple de la convention de formation qui est une obligation à partir du moment où vous travaillez avec une entreprise en tant que client. Et du coup, la convention doit avoir un certain nombre d'articles, par exemple. Mais ce n'est pas le seul document. Vous avez plusieurs documents qui sont obligatoires et sur lesquels vous devez réfléchir. Après, dans tous les cas, il faut que vous mettiez en place une structure administrative pour gérer votre facturation, pour gérer vos relances, c'est-à-dire la gestion de relations clients, par exemple, pour gérer... pour avoir une forme de présentation, etc. Le quatrième point, c'est le fait de créer du contenu pédagogique de qualité. Donc là, effectivement, une fois que vous avez une formation, eh bien, vous allez devoir créer une formation. Créer une formation, ce n'est pas seulement délivrer des savoirs, c'est aussi organiser ces savoirs. C'est-à-dire que lorsque vous allez présenter des compétences, il faut les présenter d'une façon progressive et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous appuyer sur un certain nombre d'outils, comme par exemple la taxonomie de Bloom, qui va vous permettre de vraiment apporter une progressivité dans la compréhension de la compétence que vous voulez aborder à vos stagiaires, mais il faut également comprendre que il y a un certain nombre d'informations qui doivent être présentes ou pas, c'est-à-dire que mais il ne faut pas par exemple des supports trop chargés, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop peu chargés. Et puis il faut que ce que vous apportiez dans les supports soit qu'un élément, et il y a beaucoup plus d'éléments que vous allez apporter à l'oral. Comment vous allez organiser ça? Comment vous allez créer cette dynamique de formation? Ça, c'est un point important que vous allez auquel vous allez devoir réfléchir, qui nécessite un petit peu effectivement de finesse et de pédagogie. Moi, je sais que j'ai démarré ma formation mon premier organisme de formation sans du tout avoir connaissance de ça, et ça m'a manqué. Ça m'a manqué, et je sais qu'aujourd'hui les qualités des formations que je fais sont complètement différentes.
Enfin, le cinquième point, c'est le fait de promouvoir votre activité et de trouver des clients. Donc ça, c'est pas négligeable aussi. Quand j'ai lancé ce parcours de top formateur, j'ai contacté les organismes de formation avec lesquels je travaille et qui m'ont dit, mais Peggy, donne-nous vite le lien parce que on a quelques formateurs à t'envoyer avec lesquels on a envie de continuer à travailler, mais malheureusement, on peut pas leur fournir un travail qui les nourrirait. En revanche, ce sont des gens qui sont pas du tout commerciaux et qui du coup ne savent pas développer leur base de clients. Donc on aimerait que tu rentres en contact avec eux. Pardon. Et du coup que tu leur permettes de promouvoir leur activité et de trouver des clients. Ben oui, parce qu'en fait, là, il y a quand même, lorsqu'on est formateur indépendant, mais lorsqu'on est chef d'entreprise tout court, eh bien, il y a cette obligation de continuellement vouloir promouvoir son activité et qui va faire que vous allez survivre à tout ce qui peut se passer, en sachant qu'effectivement la formation est tenue par des décrets et des lois et qu'une loi peut complètement changer la donne. Quand je vous expliquais qu'en 2016, ma première activité a pris l'eau, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une loi, c'est notamment une loi que vous connaissez bien, puisque c'est le moment où le DIF est devenu CPF, eh bien, ça a changé complètement mon activité. À cette époque, je faisais le choix de travailler uniquement avec des organismes de formation, donc j'intervenais en sous-traitance. J'avais 3-4 clients. Et ces clients, eh bien, me nourrissaient avec des formations qu'on appelle inter. C'est-à-dire que j'intervenais chez eux pour des clients qui venaient de différentes entreprises et qui venaient suivre une formation d'une thématique. C'était super cool parce qu'en fait, j'avais à peu près 2 à 3 jours de travail par semaine et je me faisais un salaire un peu plus, j'avais 2000 € pour rien vous cacher de salaire. Donc, pour faire un mi-temps, finalement, je me considérais que j'étais confortable. La problématique, c'est que quand cette loi est intervenue, donc fin 2014, et qu'elle a été mise en application début 2015, eh bien les entreprises qui ne pouvaient plus utiliser le DIF pour former leurs salariés ont arrêté net leurs commandes. Donc ça a été brutal. Le 1er janvier 2015, je n'ai pas eu de commande et ça a duré pendant 3 mois. Pendant 3 mois, aucune commande. Alors j'avais mis de l'argent de côté, donc j'ai survécu bien évidemment. Mais par contre, après, j'avais très peu de commandes parce que les entreprises avaient toujours ce frein. Et du coup, j'avais très peu de commandes de la part des organismes de formation qui m'appelaient, qui me disaient « Mais Peggy, on a envie de continuer à travailler avec toi, mais par contre, aujourd'hui, on ne peut pas t'alimenter en formation inter. » Alors ils m'ont proposé une solution, c'était la formation intra. Donc la formation intra, c'est vous allez sur le site du client et vous formez du coup des salariés d'un même client sur une thématique. C'était intéressant, sauf que à l'époque, mon conjoint travaillait de nuit et je venais d'avoir un nouveau-né. Enfin, il avait maintenant, en 2016, il avait 3 ans, mais du coup, on n'était pas du tout, il n'était pas du tout possible d'envisager des déplacements, parce que croyez-moi qu'une entreprise, quand elle vous fait déplacer, elle vous fait pas déplacer seulement à 1 heure de chez vous, elle vous propose des déplacements dans toute la France. Et en l'occurrence, comme le marché avait du mal à prendre, là, on me proposait vraiment des formations dans toute la France. J'ai pu en faire quelques-unes quand mon conjoint était en congé, mais très peu. Et du coup, j'ai tenu comme ça jusqu'à juillet 2016. Et en juillet 2016, j'ai été obligée de rendre les armes et je suis devenue responsable formation dans un gros groupe de formation, ce qui m'a sauvé la vie. Mais dans ce cas-là, en fait, vous êtes obligé de prendre une décision très rapide. Et ça, c'est arrivé parce que je n'avais pas promu mon activité, parce que je n'avais pas trouvé de nouveaux clients. Donc en fait, en tant que formateur, si on veut survivre, il est fondamental d'être toujours dans une recherche de nouveaux clients parce qu'en fait, ça fait un roulement et comme ça, si vous avez la moindre modification dans la loi, eh bien, vous pouvez aussi vous pouvez proposer une nouvelle offre sur l'ensemble de ces clients. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Alors, bon.
Là, je viens de vous indiquer les 5 points qui vous permettent de bien développer votre activité. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous satisfait et que, vous récupérez de l'information. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à prendre l'appel gratuit, le diagnostic. À chaque fois, c'est un bonheur pour moi de vous prendre. Je rencontre des personnes magnifiques avec des projets magnifiques et ça vraiment c'est du bonheur. C'est je le répète, un appel gratuit. Je vous pose la question où est-ce que vous en êtes de votre projet et puis on échange. Et puis à l'issue, on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Si on peut pas travailler ensemble, c'est une belle rencontre qu'on a. Et puis si on peut travailler ensemble, c'est encore mieux. Mais je suis très curieuse de vos projets et je dirais que le dernier point, c'est si vous voulez être formateur indépendant, il faut être extrêmement curieux. Voilà. Donc, je vous mets ce petit truc pour vous dire, voilà, en tout cas, moi, je suis super ravie de continuer à avancer avec vous. Enfin, on va passer à la deuxième partie de cette formation qui est les pièges à éviter pour que votre projet ne se retrouve pas au point mort. Alors, quels sont-ils ces pièges ? En premier lieu, le premier piège, c'est sous-estimer sa charge administrative. Oui, parce que je vais le répéter, mais la formation, ça demande une charge administrative non négligeable. Vous avez par exemple, comme tout chef d'entreprise, le bilan comptable à avoir une fois par an, mais vous avez également le bilan pédagogique et financier. C'est un bilan spécifique pour les organismes de formation qui doit être réalisé quasiment en même temps que le bilan. Donc en règle générale, quand vous êtes indépendant dans la formation, le mois de mars, avril, mai est très complexe parce qu'en fait vous devez gérer votre activité, ne pas avoir de baisse d'activité, mais vous devez également donner les informations pour votre comptable qui vous demande les documents qui sont en retard. Vous devez également remplir votre bilan pédagogique et financier. Donc là, en termes de charges, on est pas mal. Ensuite, vous avez aussi toute la préparation des dossiers de vos clients. Il y a pas mal de documents, ne serait-ce que les exercices que vous allez leur donner, mais également les documents administratifs obligatoires que vous connaissez, les enquêtes de satisfaction, l'émargement, etc. Donc, ce sont des documents. Il y a les documents post-formation, le bilan que vous allez en faire, ce que vous allez retirer. Vous faites un point sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et puis peut-être que vous allez améliorer votre formation suite à une première formation. Donc, ne sous-estimez pas la charge administrative, c'est le premier piège, ça serait de la sous-estimer. Le deuxième point, c'est d'ignorer la nécessité de se former en continu. Comme je vous l'ai dit précédemment, un formateur, une compétence aujourd'hui n'est valable que 6 mois maximum, donc sur un métier. Donc j'imagine que vous avez une expérience dans un domaine, ce qui vous amène à aimer ce domaine et que vous aimeriez former sur ce domaine. Et du coup, fort de ce que je viens de dire précédemment, il est fondamental que vous vous formiez en continu sur cette expérience. Mais il va falloir également que vous vous formiez sur les nouveaux outils à disposition, parce qu'en fait, vous allez voir qu'en andragogie, la pédagogie pour adultes, les adultes aujourd'hui qui sont constamment sur leurs écrans, ont besoin d'une animation qui soit dynamique, avec des supports différents, à la fois sur du PowerPoint ou du Canva, mais également sur des exercices que vous pouvez faire avec leur portable. Moi, je sais que c'est ce que j'en fais. Je fais aussi des petits jeux d'animation. Et du coup, tout ça, il faut se former continuellement, avoir la curiosité de voir ce qui se propose. La formation en simulateur. J'ai une amie qui fait sur de la confiance en soi, de la simulation avec un masque. J'ai un autre formateur que je connais qui fait de la formation incendie sécurité incendie.
il forme avec une lance et en fait il arrive à déclencher un faux feu, c'est extraordinaire, un faux feu et c'est génial et c'est un formateur indépendant. Donc il s'agit de se former, de réaliser des projets pour voir comment proposer des nouvelles choses parce que nos clients, vous, moi, on est de plus en plus exigeants sur l'attendu de la formation. Donc deuxième piège, ne pas se former. Troisième piège, fixer des tarifs trop bas. J'ai eu un entretien récemment avec un formateur qui était indépendant mais qui était en portage salarial. Donc le portage salarial, vous savez, c'est cette façon de se mettre à son compte sans vraiment se mettre à son compte. Vous êtes salarié d'une entreprise mais vous êtes indépendant. Vos revenus ne sont que les revenus de votre travail. Et du coup, en fait, vous avez un salaire. C'est sympa ce truc. Je ne savais pas que je pouvais déclencher des feux d'artifice, mais tant mieux. J'espère que je déclenche des feux d'artifice chez vous également. Donc en fait, il me disait, ouais, mais en fait, les tarifs mes tarifs sont beaucoup trop bas. Alors, ce à quoi j'ai répondu, mais en fait, les tarifs, c'est vous qui les fixez. Évidemment, si vous travaillez avec des organismes de formation, c'est pas vous qui les fixez. En fonction des marchés que vous allez viser, c'est pas vous qui les fixez. C'est pourquoi je reviens à mes premiers astuces. Et il est important de savoir combien on veut gagner au démarrage pour pouvoir mener les actions qui vont permettre de ne pas fixer des tarifs trop bas et qui vont vous permettre d'avoir le niveau de vie que vous attendez. En sachant qu'on peut vivre vraiment confortablement dans la formation, mais que pour ce faire, il s'agit d'avoir mis les choses en place et d'y avoir réfléchi en amont. Le quatrième point, c'est de négliger la promotion de son activité. On l'a vu précédemment, je vous l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus, mais si vous n'êtes pas présent dans les réseaux locaux, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux en ligne, si vous n'êtes pas présent à mener des actions de promotion, c'est votre perte de demain. Manquer de diversification de l'offre. Alors, là, c'est important. En fait, je vois que j'ai rencontré des gens dans le marketing qui me disaient « Non, mais il faut être centré sur une seule offre. On n'a jamais vu un sportif de haut niveau réussir avec plusieurs sports. » Sur le coup, je leur ai donné raison. Sauf que dans la formation, même en ayant une seule offre, on peut se diversifier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une offre avec plusieurs propositions qui répondent à des personnes qui veulent la même chose, mais qui n'ont pas forcément le même niveau, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas la même capacité d'apprentissage et qui n'aiment pas les mêmes façons d'apprendre. Donc, il faut prendre en considération tout ça et pour ce faire, il s'agit de bien comprendre son interlocuteur, l'apprenant qu'on va avoir en face de soi et ses besoins au-delà de l'objectif de formation. Donc, il y a tout un tas de questions à poser et puis là, on peut justement faire une petite étude de marché pour bien comprendre comment diversifier son offre et toujours répondre et rester positionné sur la compétence qu'on veut présenter. Donc, parmi ces 5 étapes indispensables et les pièges que je viens de vous évoquer, laquelle vous semble la plus délicate à mettre en œuvre et comment prévoyez-vous de la surmonter dans votre projet de formation? Ça, c'est une petite question de coach, j'ai envie de vous dire, et je ne vais pas vous y répondre, mais je vous invite à mémoriser ce support et du coup à vraiment, vous interroger. Et ce point qui sera le plus difficile pour vous, à déjà comprendre pourquoi il est difficile. Est-ce que vous avez des peurs? Et à évoquer comment vous pourriez le changer. Exemple, est-ce que je ne suis pas commerciale? Est-ce que j'ai peur de ne pas savoir promouvoir mon activité? Et du coup, la question, ça serait comment je peux dépasser cette peur de ne pas promouvoir mon activité et qu'est-ce que va m'amener cette peur de ne pas promouvoir mon activité?
Voilà. Et du coup, éventuellement de poser des actions en conséquence. Quelle première action je pourrais poser pour dépasser cette peur de ne pas promouvoir mon activité? Alors, cette formation, elle ne serait pas réussie si je ne vous donnais pas un ingrédient clé pour le succès de votre projet de formation. Je vais vous dire, je vais vous en donner même un peu plus. Le premier, ça serait d'avoir un mindset positif. Moi, j'ai élevé, j'appuie là-dessus, j'ai élevé mon dernier fils, parce que les autres, je n'avais pas cette phrase, mais mon dernier fils avec la phrase « plus j'échoue, plus je réussis ». Eh bien écoutez, j'aurais aimé élever l'ensemble de mes enfants avec cette phrase. C'est simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 4 enfants. Ma deuxième, ma fille, Océane, elle est dans une panique à chaque fois si elle a peur d'échouer et du coup, elle se met en stress. Elle se met en stress au point que, je ne vais pas nourrir d'exemples, mais au point qu'il y a des événements qui sont assez... qui sont pas si importants que ça, eh bien, elle va les échouer tellement elle panique de ne pas réussir. Alors que le petit dernier, alors il n'a que 11 ans, mais on voit déjà dans sa façon d'être une façon de c'est pas grave si j'échoue, c'est pas grave, je passerai à autre chose. Et réellement, plus j'échoue, plus je réussis. Quand vous échouez dans quelque chose, vous avez appris quelque chose. Et du coup, eh bien, vous vous nourrissez de je vais faire différemment pour réussir. Et je vais aller plus loin. Moi, j'ai dit récemment à une personne qui a complètement adhéré. Ok, qu'est-ce que tu vas faire demain si tu n'y arrives pas? C'était une personne qui m'hébergeait et qui avait... Qui a beaucoup misé sur un entretien. Elle avait un entretien d'embauche le lendemain et elle me disait je suis en panique, à chaque fois je me plante. Et bon, ça a collé quand on s'est reçu, quand elle m'a reçue et du coup j'ai échangé avec elle et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit mais ouais. Et du coup elle est partie le lendemain à son entretien beaucoup plus positive. Et d'ailleurs ça s'est très bien passé son entretien. Donc, avoir un bon mindset, rester flexible et passer à l'action. Chercher à évoluer et avoir les bonnes croyances, ne pas s'inventer de fausses excuses. Passer à l'action, systématiquement, ça vous permettra de ne pas vous inventer de fausses excuses et ça vous permettra d'avoir les bonnes croyances, d'être dans une bonne dynamique. La deuxième clé du succès, parce que j'en ai pas qu'une malheureusement, mais ça c'est d'avoir une vision. C'est d'avoir une vision, de réfléchir à ce vers quoi vous devez aller. Et pour ça, j'aime bien cette citation d'Albert Einstein qui me dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Écoutez, pour moi, c'est vraiment le propre de l'objet. Et souvent d'ailleurs, quand je vous ai en entretien, vous me présentez votre projet et parfois il est... vous avez mis beaucoup de choses, mais il n'est pas écrit. Et je vous dis, mais passe à l'action, écris-le. Et là, justement tout à l'heure, j'ai eu un entretien avec une personne et je lui disais, mais il y a déjà pas mal de choses. Continuez, nourrissez-le, parce que demain, il va falloir défendre ce projet et il va falloir nourrir ce projet. Et du coup, plus j'ai réfléchi à ce projet, plus je suis en capacité de le nourrir. Alors du coup, je vous pose la question, quelle est votre vision à vous? Quelle est votre vision? Vers quoi vous voulez aller? Dans 3 ans, où est-ce que vous voulez être? Dans 5 ans, où est-ce que vous voulez être? Dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être? Et comment ce projet de formation va vous y amener? Et du coup, vous allez définir quels sont vos objectifs. Quels sont les objectifs? Quand j'ai une vision claire, pour atteindre cette vision, il faut que je pose des objectifs. Des objectifs qui vont être SMART. Alors, c'est quoi SMART? SMART, c'est spécifique, parce que votre projet, il est unique. S'il est avec vous, et vous êtes unique. Ensuite, il est propre à votre expérience, votre compétence, le statut que vous allez définir, etc. M pour mesurable.
vous devez définir un objectif non seulement spécifique à votre projet, mais mesurable dans le sens quantifiable. Quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de définir que vous êtes en train d'avancer dans votre projet ? Il doit être ambitieux, il doit vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors ça, c'est pas le plus confort, mais néanmoins, il doit vous sortir de votre zone de confort. Si vous êtes salarié et que vous êtes en train de devenir formateur indépendant, vous êtes ambitieux. Mais néanmoins, il doit être réaliste. Par exemple, moi, je ne prendrais pas, au cas exceptionnel, et je vous expliquerai quoi, je ne prendrais pas quelqu'un, je n'accompagnerai pas une personne qui est à la fin de ses droits de chômage et qui me dit, moi, j'ai pas d'argent de côté, je sais pas comment m'en sortir, mais j'ai absolument besoin d'être formateur. En fait, ça serait le conduire à l'échec, parce qu'à un moment, il faut se nourrir. Et du coup, j'ai déjà refusé ce genre d'affaires. En revanche, là récemment, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a dit écoutez, moi, mes droits arrivent à échéance dans 15 jours. Et je lui ai dit, mais comment vous voulez vivre parce que votre projet, il va mettre un peu de temps pour réussir, qu'est-ce qui va se passer? Et là, la personne m'a dit, ah non, mais vous inquiétez pas, hein. Moi, j'ai déjà un travail qui va être juste alimentaire. Mais là, j'ai déjà un travail et je serai libérée du temps pour faire en sorte de monter mon projet. Ah, d'accord. Donc là, il y a quelque chose. Donc là, c'est réaliste. Enfin, il doit être inscrit dans le temps. Quelles sont les différentes étapes de votre projet et à quand doit être mis à jour votre projet? À quel moment vous devez dégager votre premier chiffre d'affaires? À quel moment vous voulez atteindre un seuil de rentabilité? À quel moment vous allez dépasser ce seuil de rentabilité et devenir et avoir le chiffre d'affaires qui vous convient? Et du coup, quelles actions mettre à quel moment précisément? Et enfin, il doit être en adéquation avec votre environnement. C'est-à-dire que vous soyez femme ou homme, vous avez un conjoint ou pas. Alors si vous avez un conjoint, il est fondamental d'en discuter, même si c'est vous qui devez prendre la décision. Si vous n'avez pas de conjoint ou si vous avez des enfants, c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est quand même un projet que vous allez porter, qui va vous amener à mener des actions, qui va peut-être vous faire travailler tard, ou vous faire lever tôt, qui va vous réorganiser votre vie autour de ce projet. Et du coup, il faut que ça soit en adéquation, il faut que ça soit en corrélation avec votre environnement. Il faut que ça soit en adéquation avec vos valeurs. Par exemple, si je travaille tôt et que je travaille tard, que je suis seule avec un enfant, avec des enfants, ou que je suis seule avec un conjoint ou une conjointe, mais que ma valeur de vie essentielle, c'était ma vie de famille, il y a un moment, ça ne va pas le faire. Croyez en raison de mon expérience, ça ne va pas le faire. Donc il s'agit d'être aligné, que ce que vous voulez et ce qui va être mis en place soit clair pour vous et par rapport à qui vous êtes au moment où vous l'êtes et à l'ensemble de votre écosystème. D'accord ? Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez votre vision et les objectifs clairs pour y avoir accès, eh bien, vous allez pouvoir mettre un plan d'action défini et vous allez pouvoir définir effectivement la planification, les recherches. Bon, là, il y a plusieurs, j'ai pris un exemple de projet parce que je suis également gestionnaire de projet, mais voilà, créer son entreprise, c'est un projet. Donc un projet avec des objectifs et des actions claires à mener. Et à partir de là, naturellement, ça va vous mener vers le succès. Là, vous serez complètement orienté vers le succès. Quand vous êtes orienté vers le succès, eh bien, vous changez, vous n'êtes plus... Moi, souvent, quand j'ai des personnes en ligne, il y a un certain nombre de personnes qui sont comme ce monsieur, égarées dans un labyrinthe. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour démarrer mon activité. J'ai envie d'être chef d'entreprise, j'ai envie d'être dans la formation, mais du coup, je connais mon expertise, mais je ne connais pas le milieu de l'entrepreneuriat, je ne connais pas le milieu de la formation, et du coup, je ne sais pas à quelle porte toquer, et quand je tape à une porte, on me donne une information, mais j'ai pas toute l'information, comment je m'organise? Donc,
une fois que vous aurez défini tout ce qu'on a vu en face, vous ne serez plus dans cette situation. Alors, quoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Eh bien, du coup, je vous invite à réfléchir sur quels sont vos outils, quelle est votre stratégie, quel est votre plan d'action, mais également quelles sont vos peurs, quels sont vos doutes et quelles sont vos connaissances. Réfléchissez à ça et répondez à chacun de ces points pour du coup regarder en face votre projet. Si vous n'êtes pas motivé après ça, c'est pas la peine de prendre le rendez-vous, j'ai envie de dire, et vous avez le droit. J'ai ma meilleure amie que j'adore comme une sœur. C'est une femme qui est extraordinaire, mais qui, pour rien au monde, ne se mettrait à son compte. Pour rien au monde ne supporterait le poids de l'entrepreneuriat, même si elle aime la formation. Parce qu'elle a compris, elle m'a vu, elle a vu d'autres personnes, elle a compris ce que c'était que l'entrepreneuriat. Si vous ressentez ça, c'est pas dévalorisant que de rester à votre place. Il faut des personnes qui aient envie de rester salariées. Vous serez bon dans autre chose, peu importe. Mais à ce moment-là, je vous dis, ne prenons pas un rendez-vous. Vous êtes très bon dans votre domaine. Il vous manque des compétences essentielles pour développer votre activité, le marketing, la communication, la vente, l'animation, la conception. Là, en revanche, vous êtes motivé. Là, en revanche, on peut faire quelque chose. Prenez votre rendez-vous pour le coup. Parce que là, je pense que... Et vous savez, il y a des gens que j'ai en entretien, on ne va pas plus loin, mais par contre, ils me disent, j'ai avancé. Ça m'a permis de poser... Et j'ai même des personnes qui m'ont rappelé pour me dire, ça m'a permis de poser des actions. Et là, je suis très contente pour elles. Vraiment. Parce que même si on ne se voit pas à ce moment-là, on se verra à un autre moment. Comprenez que moi, mon objectif à travers cet entretien, c'est aussi de développer un réseau. Vous ne serez peut-être pas le chef d'entreprise que je vais accompagner, mais demain, vous aurez peut-être une question, et à ce moment-là, je serai là. Et peut-être que le feeling aura tellement bien passé lors de ce diagnostic que vous vous rappellerez de moi. Et c'est aussi cette dynamique dans laquelle il s'agit d'être, je pense, quand on est entrepreneur. Nous pouvons donc vous aider à propulser votre activité. Je suis super consciente et je suis super confiante dans le fait que je peux vous aider à propulser votre activité. Je suis issue du milieu commercial. C'est ma première formation, ma première expérience. Donc je sais vous aider à promouvoir votre activité. J'ai développé mon activité, j'ai développé à ce jour 3 organismes de formation et j'en ai 2 qui fonctionnent. Je suis auditrice Calliope. Et je suis certifiée coach. Donc ce programme, je l'ai mis en place pour vous aider à vous propulser. Et si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai, parce que mon objectif, c'est d'avoir des personnes qui entrent dans un programme et qui ressortent partenaires de Edikos, qui ressortent partenaires pour du long terme. Pour les entrepreneurs qui veulent aller plus vite et se faire accompagner pour enfin aller de l'avant, prenez un rendez-vous. Vous êtes motivé à développer votre activité maintenant, votre activité est importante pour vous, vous avez compris l'importance de vous faire aider, vous souhaitez investir en vous, prenez rendez-vous. Alors comment vous allez prendre rendez-vous? Eh bien c'est simple, logiquement, vous avez reçu un lien qui vous amène sur mon Calendly. Et là, vous pouvez prendre ce rendez-vous, qui est un rendez-vous d'une demi-heure à 3/4 d'heure en fonction. Voilà, tout à l'heure, j'ai pris un rendez-vous, on a duré 1h30. Donc, ça va dépendre de l'état d'avancement, de vos questions, etc. C'est un rendez-vous qui est complètement gratuit, sur lequel je vous apporte encore plus de tips. Et il y a un échange mutuel. Alors, aujourd'hui, il y a plus les 7 places disponibles parce qu'en fait, c'était la promotion qu'il y avait au démarrage. Aujourd'hui, on fait rentrer en continu. Et du coup, on fait rentrer en continu. Alors,
les rendez-vous maintenant en fonction de mon agenda. Faut voir la disponibilité. Si toutefois vous n'avez pas la disponibilité, ce que je vous invite à faire, c'est envoyer un mail à la personne qui vous a envoyé le lien de cette formation pour qu'on vous trouve un rendez-vous. Alors, le contenu de l'appel, on va faire un point sur vos objectifs, on va comprendre les blocages, on va découvrir si on peut collaborer et si notre méthode est faite pour toi, pour vous. Et puis on va analyser les prochaines grandes actions à mettre en place. Et ça, je vous garantis que c'est ce que je fournis. Comment ça va se passer? Eh bien, vous posez quelques questions sur votre activité. Je vais vous poser quelques questions pour comprendre précisément les points de blocage et pour savoir quel est votre projet. En règle générale, ma première question, c'est quel est votre projet? Voilà. Et comme ça, vous m'expliquez. Ensuite, on voit ensemble les prochaines grandes étapes à mettre en place pour avancer dans votre projet, qui peuvent être des étapes même avant d'avancer sur ma méthode ou d'aller directement vers la méthode. Ensuite, si vous êtes sélectionné, parce qu'en fait, vous l'avez compris, en fonction de votre situation, personnel, économique et de votre projet, de votre motivation, eh bien je vais vous dire si effectivement vous avez un intérêt de rentrer dans le projet. Alors sélectionner, c'est un bien grand mot, mais je vais vous dire s'il y a un intérêt pour vous de rentrer dans le projet. Et je vous garantis qu'il y a des personnes à qui je dis en fait là ça serait trop dangereux, c'est pas possible. Et du coup je vous dis s'il y a un sens à ce qu'on avance. Donc allez sur l'agenda, prenez votre rendez-vous. Ensuite, vous pouvez échanger, cliquez sur le lien du chat, choisissez votre date, préparez votre appel de préférence. En règle générale, vous recevrez un petit rappel. Mais préparez votre appel. Je prends du temps pour vous, donc si vous bloquez le rendez-vous, prenez ce temps de préparation. J'aime à dire, celui qui oublie de se prépare à être oublié. Si vous avez vraiment la volonté d'avancer vers ce projet, préparez votre appel. Comme ça, on va plus vite à l'essentiel. Et puis, soyez présents, ça sera encore mieux. Cela ne vous engage en rien, donc profitez-en. Et enfin, la réussite, c'est une question de choix. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous allez m'appeler? Vous allez continuer à poser des questions à droite à gauche, à glaner quelques informations et à avancer au rythme des informations qu'on vous donnera, qui ne seront peut-être pas adaptées à votre profil, à votre projet. Si vous avez compris qu'il faut avoir une vision, qu'il faut que vous soyez dynamique dans ce succès et avoir un entourage sain, il ne faut pas perdre de temps avec des actions qui ne servent à rien. Et bien là, vous avez compris ce que c'était que rentrer dans le parcours Top Formateur. Donc moi, c'est comme ça que j'ai décidé de créer ce parcours Top Formateur, Top Formatrice. C'est un parcours qui est de 90 jours avec une formation certifiante, créer et développer son activité de formation en ligne, avec des coachings hebdomadaires individuels, avec des coachings collectifs, avec un accès à l'espace membre, un accès également à la communauté. Vous aurez également une présentation complète. Mais avant tout, c'est de savoir si vous avez envie de travailler avec moi, avec nous. Et je vous garantis que moi, mon objectif, c'est vraiment que vous réussissiez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez récupéré un max d'informations et prenez votre entretien si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, au revoir.